Allora, possiamo cominciare. Il professor Iervolino ha avvisato, ha detto che probabilmente non potrà essere qui. Io ovviamente non farò un'introduzione assolutamente, semplicemente non c'è neanche bisogno di presentare ovviamente il professor Richer, che continuerà comunque oggi con questa seconda lezione, questo suo percorso attraverso la reconnaissance, la riconoscenza e il riconoscimento, in quella che oggi sarà la tappa riflessiva, quindi il riconoscimento di sé. Gli lascio immediatamente la parola perché è assolutamente il caso. Chers étudiants, vous êtes tous étudiants. Je suis très heureux d'être introduit aujourd'hui par un chercheur qui a écrit sur mon travail un ouvrage considérable par son ampleur, son exactitude et aussi sa juste distance entre la sympathie qui me conduirait à répéter et la distance qui conduirait à reconstruire une autre œuvre que celle qui est en question. Et c'est cette juste distance à l'égard de laquelle je voudrais marquer ma reconnaissance précisément aujourd'hui. Alors, je vous rappelle les hypothèses de travail. L'hypothèse de travail qui est la nôtre dans ces 5 leçons. La reconnaissance. Mon hypothèse de travail était triple. D'abord, une méthode. Suivre le parcours des mots, des emplois dans le langage ordinaire, dans la vie quotidienne, dans le droit, dans la morale et dans la politique. Et donc ma première hypothèse était que toute philosophie commence par une réflexion sur le langage des autres et donc de la pratique langagière des mots. C'est la première hypothèse qui me met dans le voisinage des Grecs qui ont toujours eu le sens de l'exemple, principalement en éthique et en politique. Exempla, paradigmata, les exemples. Mais aussi de certains aspects de la phénoménologie, de l'herméneutique et aussi de la philosophie analytique. Ayant été confronté moi-même pendant plusieurs dizaines d'années à Chicago, à la confrontation avec la philosophie analytique, je me suis toujours reconnu dans le domaine commun de la réflexion sur le langage ordinaire, en particulier chez Austin, Searle et tous ceux qui ont fait ce qu'on a appelé le linguistic turn, le tournant linguistique. C'est cela ma parenté. Donc, première hypothèse, réflexion sur les usages lexicographiques du mot reconnaissance. Deuxième hypothèse, celle d'un parcours. Et là, j'ai une décision personnelle qui n'est plus du tout l'usage commun, mais qui est ma propre entrée dans le problème. Et ce parcours, très orienté, consiste à aller de l'acte de reconnaître, moi, quelque chose, quelqu'un, donc la maîtrise de la reconnaissance.
à la demande d'être reconnu. Donc, c'est le passage d'un actif à un passif, mais aussi d'une prétention à une supplication, on pourrait dire, à une requête. Ce trajet, du même coup, se fait de la logique à la politique, en passant par la réflexion sur soi-même. En effet, hier, nous avons fait la première partie du parcours dans les formes que prend l'acte de reconnaître quelque chose ou quelqu'un dans une opération de jugement qui est, selon l'analyse kantienne, un acte de synthèse, de rassembler une expérience diverse, éclatée, la mettre sous le sceau, sous l'égide d'une identité, le même. Donc on peut dire que c'est la pratique du même dans le discours. Alors hier, j'ai proposé de nombreuses variantes à cette maîtrise du même dans le discours, sous les formes multiples de l'acte d'identifier. Identifier comme étant le même. Et c'est dans ce première phase du parcours que est apparue la troisième présupposition de ce que j'appelle l'hypothèse de travail, c'est que cette expérience a une face obscure, négative, qui est la possibilité d'échec, de l'échec. Cette possibilité était presque invisible au point de départ de notre réflexion, puisque c'était l'hésitation à reconnaître. L'hésitation. C'est souvent après coup que nous reconnaissons quelque chose ou quelqu'un. Oui, c'est le même, mais après avoir hésité, et aussi avec le risque de se tromper. Et en effet, toute la problématique de l'erreur est introduite dans le problème dès la philosophie grecque avec les sophistes. Parce que les sophistes, c'est en quelque sorte le tourment permanent de la philosophie. Le sophiste est celui qui pose des questions, qui doute, et qui doute qu'on peut penser vrai. Et donc que l'on peut prononcer l'identité d'une idée, d'un eidos. Et donc, ce que j'ai appelé hier la méprise, prendre une chose pour une autre, se tromper dans l'assignation et la désignation des identités. Alors, cette possibilité de se tromper, deception en anglais, deception, qui n'est pas la même chose que disappointment, qui est la tromperie, et non pas simplement ce que en français nous appelons justement être désappointé, être déçu. C'est de se tromper, la possibilité de se tromper, de prendre une chose pour une autre. J'avais proposé à cette occasion la métaphore ou la métaphore du colombier, une volière où le propriétaire des oiseaux cherche dans la nuit une colombe et il veut prendre une colombe, il prend un autre oiseau, il se trompe. Il prend une chose pour une autre. La méprise. Prendre une chose pour une autre. Alors, cette méprise
Et cette possibilité de la méprise est relativement négligeable s'agissant de la logique, parce que bon, nous avons des correctifs à l'erreur par la preuve, par la discussion, etc. Mais s'agissant de la reconnaissance des personnes, la méprise n'est plus un accident, c'est un malheur. C'est un malheur. J'avais terminé cette première leçon par l'évocation d'un texte tout à fait extraordinaire de Proust dans La recherche du temps perdu, où dans un grand dîner chez le prince de Guermantes, 15 ans après la fin du récit qui occupe les 3000 pages de Proust, il y a un dîner où tous les personnages sont devenus méconnaissables. Alors, ce n'est plus simplement une méprise sur les choses, c'est une méconnaissance sur les personnes. Et pourquoi? Parce que ici, le temps opère comme l'ennemi. Le temps, c'est le temps du vieillissement. Alors que dans l'expérience quotidienne, le temps est en quelque sorte neutralisé. J'avais donné l'exemple, qui est d'ailleurs celui de Kant, d'une chose qui est apparue une fois, qui est apparue une deuxième fois, une troisième fois, une énième fois. Je dis, c'est la même. Mais parce que l'intervalle de disparition n'est pas signifiant. Il peut être en quelque sorte neutralisé. Une personne qui entre et qui sort, c'est la même, ou l'exemple que l'on retrouve chez Merleau-Ponty et d'autres, depuis Descartes, le cube, je regarde le cube sous un côté, c'est le même que sous un autre côté. Bon, la différence des perspectives est insignifiante. Avec les personnes, le vieillissement n'est pas insignifiant. C'est l'épreuve du temps dans la reconnaissance. Alors, c'est cette épreuve du temps dans la reconnaissance qui va passer au centre de la deuxième leçon lorsque il s'agit de se reconnaître soi-même. Dans la leçon précédente, j'avais considéré seulement l'aspect objectif ou, comme certains disent maintenant, et moi aussi, objectal, c'est reconnaître quelque chose, quelqu'un, une idée, un devoir, une dette, une supériorité. C'est toujours reconnaître quelque chose, quelque chose. Et dans la reconnaissance de quelque chose ou de quelqu'un, celui qui reconnaît n'est pas important. Il s'efface en quelque sorte dans la reconnaissance. Et c'est ce soi-même qui passe au premier plan dans la reconnaissance de soi-même, qui est donc le titre de la deuxième leçon. Comme je dis dans les premières lignes de la présentation du texte aujourd'hui, l'étape réflexive de la reconnaissance doit être dégagée de l'orientation objective de l'acte de reconnaître. Donc j'insiste sur le mot réflexion, car ce qui constitue la spécificité de la réflexion, c'est que le sujet et l'objet sont le même. Ce qui est reconnu, c'est celui qui reconnaît. Et donc il y a dans la reconnaissance de soi-même une identification non seulement entre deux choses, mais entre une chose et une personne. Le quoi de la reconnaissance est le même que le qui de la reconnaissance. Par là même, je définis la reconnaissance.
et la réflexion. Mais je la définis comme problème et non pas comme solution. Comment est possible la coïncidence du sujet et de l'objet, du quoi reconnu avec le qui reconnaît. Et c'est dans l'écart entre le qui et le quoi que se joue la difficulté de la réflexion, à savoir la différence temporelle. Cette différence temporelle qui nous était apparue à la fin de la première enquête sous la forme du vieillissement des visages. Dans le dîner des têtes du temps retrouvé. Et c'est donc cette différence temporelle qui fait de la reconnaissance de soi une tâche en même temps qu'une difficulté. Alors, dans la suite de cette leçon, je vais me servir essentiellement de quelques-unes des analyses que j'ai proposées dans mon dernier travail sur le temps, sur la mémoire, l'histoire et l'oubli, mais dans un ordre tout à fait différent de celui que j'ai suivi dans le livre. En effet, tout tourne autour du problème de la mémoire. Parce que c'est dans la mémoire que se fait la coïncidence du quoi et du qui. De ce qui est reconnu et de ce qui reconnaît. Alors, comment rencontre-t-on le problème de la réflexion dans la mémoire ? Ce que j'ai essayé de montrer dans mon travail, c'est que ce n'est pas le premier problème concernant la mémoire. Le premier problème concernant la mémoire, c'est encore un problème d'objectivité. Ce qui est en français, comme en italien, d'après ce que j'ai compris, la différence entre le mot souvenir et le mot mémoire. Que nous n'avons pas en allemand, ni en anglais. Et là, ce sont les langues latines qui ont fait la différence que n'ont pas fait les langues anglo-saxonnes. C'est d'ailleurs un grand problème en allemand parce que Erinnerung, c'est à la fois un souvenir et la mémoire. Je sais bien qu'en allemand, il y a un autre mot pour la mémoire qui est Gedächtnis, mais qui n'est pas employé ou qui est rarement employé dans la discussion philosophique, car aussi bien Kant et surtout Hegel emploient toujours le mot Erinnerung pour signifier et le souvenir, j'ai un souvenir, et puis la mémoire comme une capacité personnelle. La même chose en anglais, où vous avez memory, qui est la mémoire, et memories, les souvenirs. Et je sais que mon traducteur et ma traductrice dans mon livre a un gros problème sur le chapitre, justement, la distinction entre le souvenir et la mémoire. Et il n'y a qu'une solution, c'est de mettre au pluriel. On dit memories, les souvenirs, et memory, la mémoire. Voilà, c'est un des exemples où ce que réussit une langue est un modèle pour les autres langues. Parce que les langues latines, distinguant bien le souvenir de la mémoire, créent un problème pour les langues qui n'ont pas une marque lexicographique, lexicale de cette différence. Bon, alors, faisons le trajet du souvenir à la mémoire. C'est un trajet qui va de l'objet au sujet. Quel objet ? Quel objet ? C'est un objet mental qui n'est pas une chose. Un souvenir,
est, comme on dit, présent à l'esprit, il est devant l'esprit, mais il appartient à une grande famille qui est la grande famille des représentations. Dans le langage de la phénoménologie de Husserl, c'est Vergegenwärtigungen, les représentations, où l'allemand Vergegenwärtigung, rendre présent, est l'équivalent du latin repräsentatio, c'est-à-dire une présentation seconde. Une présentation seconde. Une présentation à nouveau. À nouveau. Encore présent. De nouveau présent. Alors, c'est le problème que, pour ma part, je traite dans la première partie de la phénoménologie de la mémoire. Comment on distingue un souvenir d'une image, d'un fantasme, d'une fantaisie, comme on dit en allemand, Fantasia, d'un portrait, d'une photographie, donc de toutes les façons de viser un absent dans une présence. Là, vous avez là un noyau de problèmes tout à fait remarquable qui est la présence de l'absent dans une seconde présence, dans une représentation. Problème absolument gigantesque qui a occupé déjà les Grecs sous le titre de l'eikon, de l'image, puisque le souvenir est une espèce d'image, une image qui représente le passé. Et donc là, nous avons un noyau de problème d'une grande difficulté parce que nous avons affaire à des irréels, mais c'est l'irréel de la fantaisie, l'irréel du possible, mais l'irréel du passé. Le passé n'est plus, mais il est de nouveau présent sous la forme de son image. Alors, le problème de la reconnaissance va se poser à la phase de la réminiscence. Lorsque un souvenir, au lieu d'être simplement donné, est cherché. Lorsque je m'efforce de me rappeler. C'est donc le problème que les Grecs ont appelé anamnesis, anamnèse, et que les modernes ont traduit par le mot rappel. Donc l'italien c'est rappel. Rappel è ricordo, credo. Ricordo. Anche sì, letteralmente richiamare, quindi richiamo. Oui, appeler, chiamare, rappeler, richiamare. Richiamare alla memoria. Voilà. Alors oui, c'est sur ce trajet du richiamare que se pose le problème de la reconnaissance. Parce que on peut dire que la reconnaissance, c'est une recherche réussie. C'est la réussite du rappel. Et c'est dans ce succès d'un rappel heureux, ce que j'ai appelé la mémoire heureuse, c'est dans le moment de la mémoire heureuse que nous faisons l'expérience non seulement de reconnaître le passé, mais de nous reconnaître nous-mêmes comme étant celui qui se souvient. Que je suis non seulement la chose reconnue, mais le sujet reconnaissant de la reconnaissance. Alors, dans un travail antérieur, j'avais surtout insisté sur l'instrument linguistique. L'instrument linguistique, les procédures linguistiques du rappel sont essentiellement liées au récit. Car c'est en racontant mes souvenirs
que je les rappelle. Donc le rappel et le récit coïncident en un point. Avec cette insistance du récit sur la diversité des épisodes. Le propre du récit, c'est de créer une configuration qui rassemble une diversité d'épisodes, de moments, de hasard, d'intentions, d'obstacles, et en même temps identifie le personnage en même temps qu'on identifie l'histoire racontée, ce que dans la poétique Aristote appelle le mythos, la fable. Donc je fais une fable de mon passé qui est en même temps la fable de mon identité. Donc nous avons un épisode langagier, linguistique du rappel, qui est la coïncidence de la recherche du rappel avec la construction d'une configuration narrative. Et j'ai proposé, donc c'était déjà à la fin de Temps et Récit, donc il y a 10 ans, j'avais introduit l'idée d'identité narrative, que mon identité, c'est d'être mon propre récit. Je suis mon propre récit. Ce que je raconte, c'est ce que je suis. Donc c'est l'identité du soi et de son propre récit. Je pense que ça, je continue de penser que c'est une très bonne entrée pédagogique dans la problématique de la reconnaissance. Comment, dans la configuration d'une légende de moi-même, d'une fable de moi-même, se constitue le moi-même. Alors c'est dans la troisième phase de la phénoménologie de la mémoire, après la phase de la présence à l'esprit d'un souvenir sous forme d'image, puis de la réminiscence, c'est-à-dire la recherche du passé dans sa propre fable, que se noue le moment réflexif de l'identité de soi-même avec soi-même, qui est la reconnaissance. Dans le résumé que je vous ai proposé, je rappelle quelques textes tout à fait fondamentaux de saint Augustin à cet égard. Dans la pensée occidentale, c'est certainement saint Augustin qui est le fondateur de la problématique, qui n'était pas un problème des Grecs, ni Platon, ni Aristote, ni les stoïciens, ni les épicuriens, c'est-à-dire ni non plus les sophistes, ni les sceptiques, dont ne sont posés le problème du sujet de la réminiscence. Pourquoi est-ce que c'est un problème de Saint-Augustin? C'est une très longue histoire. Je pense que c'est lié essentiellement au problème chrétien de la confession. Le titre d'ailleurs de l'ouvrage fondateur de Saint-Augustin s'appelle précisément « Les confessions ». Pas forcément la confession au sens proprement ecclésial, si vous voulez, de la confession, soit devant un prêtre ou devant Dieu ou devant soi-même. Je veux dire, ce n'est pas l'acte de confesser ses péchés. Non, ce n'est, bien sûr, ça a été important, mais c'est l'acte, on peut dire, de se raconter soi-même devant le forum intérieur. C'est l'idée d'un forum intérieur. Et là, c'est vraiment une création de Saint-Augustin qui lui a permis de donner au mot « confession » un sens beaucoup plus large que la pénitence, au sens d'un sacrement de l'Église catholique, au sens justement d'un récit de vie. Et ce n'est pas par hasard que les 2 chapitres
10 et 11 des Confessions font suite à une grande narration. Des 9 premiers livres, dont on peut dire qu'ils ont un seul thème: comment Augustin, païen, rhétoricien, est devenu chrétien, évêque d'Hippone. Bon, c'est donc le récit d'une conversion, mais en même temps le récit d'une fable de lui-même, puisqu'il fait récit. Il fait récit, c'est-à-dire il construit une histoire, bon, dont on ne peut dire ni qu'elle est vraie ni qu'elle est fausse. Elle est l'histoire dans laquelle Augustin construit sa propre identité. Et j'ai donc proposé 2 très beaux textes qui résument cette marche des 9 premiers livres des Confessions vers le 10e livre: Ego sum, qui memini, ego animus. C'est moi qui me souviens, moi l'esprit. Alors tous les mots sont importants. D'abord, ego sum. Jamais un grec n'écrirait ça. Jamais il n'écrirait ego sum. Il pose la question ti esti, qu'est-ce qui est, quoi? Mais jamais moi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des sujets en Grèce, mais il y a l'idée l'homme, anthropos, ou bien tis, quelqu'un, mais jamais moi. J'ai noté dans mon travail tous les emplois du sujet dans la philosophie grecque, c'est toujours tis, quelqu'un, ou anthropos, un homme dit que, un homme, bon, ou tines, certains disent, ou bien les citoyens, puisque c'est essentiellement comme membre d'un Commonwealth, d'une Respublica, d'une koinonia, qu'il y a des sujets. Mais ils ne sont pas marqués dans leur subjectivité profonde. Et sur ce point, je pense que Hegel a raison, que la grande différence entre ce qu'il appelle les anciens et les modernes, c'est la confession. C'est Saint-Augustin, c'est un tournant absolu. Alors, c'est le premier texte, ego sum, qui memini, ego animus. C'est la prononciation française du latin. Moi, je rappelle que j'avais un collègue américain qui était venu faire des études à Paris avec le philosophe du Moyen-Âge. Bon, il disait, quand il parlait français, je le comprenais. Quand il parlait latin, je ne le comprenais pas. Parce que les Français prononcent le latin d'une façon française. Bon. Alors, ego sum qui memini, ego animus. Ouais. Comment vous dites ça, vous? Ego sum qui memini, ego animus. Ah bon, c'est à peu près pareil quand même. Bon, c'est dans le... Alors, le verbe qui memini, c'est une forme d'ailleurs très bizarre du grec, du latin, je veux dire, parce que c'est une forme passée. Au point de vue grammatical, memini, c'est... Mais précisément, le souvenir étant opéré, il est comme mis au passé, il a eu lieu. Il a eu lieu. C'est un verbe d'ailleurs qui n'a pas de forme présente, qui n'a que la forme qu'on appelle défective au passé. Mais alors, le choc, c'est ego animus. Moi, esprit. Moi, esprit. Ego, le sujet, animus, l'objet. C'est donc la réflexion. Ego animus, c'est la réflexivité elle-même. Le deuxième texte que j'ai proposé à votre examen, c'est l'idée que l'esprit est aussi la mémoire d'elle-même. Dans le premier texte, la mémoire était sans objet. Ici, elle est son propre objet. Et c'est la définition de animus. Il n'y a pas d'autre définition chez Saint-Augustin de l'animus
que d'être réminiscence, d'être sa propre réminiscence. Alors, je n'ai pas voulu terminer les citations de saint Augustin sans faire allusion à l'ombre, à l'obscurité dans l'analyse saint Augustin, qui est la menace de l'oubli. Qui est donc la question de l'oubli, c'est le malheur de la reconnaissance de soi-même. Vous vous rappelez que hier, j'avais jalonné en quelque sorte toute l'analyse avec le négatif. La méprise, la méconnaissance, je peux prendre une chose pour une autre, le caractère méconnaissable d'un personnage, l'oubli, ça c'est une chose tout à fait nouvelle, parce que c'est la possibilité de l'échec absolu de la reconnaissance sous la forme de l'effacement des traces. Alors, je vais venir à cette question de la trace tout à l'heure, et des traces. Avant d'aborder cette question de l'effacement des traces, j'ai voulu continuer le trajet historique et proposer un deuxième stade, deuxième épisode dans l'histoire de la réminiscence, après saint Augustin, John Locke. John Locke, j'ai tenté de faire une place très grande à John Locke, qui a été un peu oublié dans la philosophie contemporaine, que ce soit allemande, française ou italienne. On parle très très peu de John Locke, alors qu'il n'était pas oublié du tout, non seulement au XVIIIe siècle, mais encore par Hegel. Locke est tout à fait présent à la discussion de Kant, l'essai sur l'entendement humain, et surtout, il nous est venu à travers Leibniz, puisque Leibniz a écrit des nouveaux essais sur l'entendement humain qui sont une réplique et un correctif à Locke. C'est dire que Locke est un penseur considérable. Et j'ai voulu, en rendant justice à Locke, corriger un peu un préjugé, si vous voulez, de la philosophie française en particulier, qui donne uniquement à Descartes la première place dans la philosophie moderne. Mais je pense qu'il faut faire une place égale à John Locke. Dans la quatrième leçon, je crois, oui, je montrerai qu'il y a une autre tendance, qui est une autre tradition qui est un peu oubliée, qui est celle du droit naturel, ius naturale, où il y a là aussi une alternative à la pensée monologale de Descartes, avec une pensée dialogique du droit, des juristes. Mais Locke, en ce sens, appartient à cette tradition dialogale. Alors, le texte que j'ai proposé à votre discussion, à votre lecture, d'abord, c'est au livre 2, le chapitre 27, qui est intitulé « Of Identity and Diversity ». C'est un texte très important dans l'histoire de la philosophie parce que c'est le seul texte que Locke a ajouté dans la deuxième édition, qui manquait complètement à la première édition et qui a été amené principalement avec sa discussion avec ceux qu'on a appelés les platoniciens de Cambridge. Cudworth, qui avait fait justement à la mémoire une place considérable dans la tradition de la réminiscence platonicienne. Bon. Alors, dans ce chapitre de l'essai philosophique concernant l'entendement humain, deuxième édition,
donc le chapitre 27, of Identity and Diversity, où John Locke propose un parcours de l'identité. Depuis l'identité d'une chose, un atome, comment je peux dire que c'est le même dans toutes ses apparences, l'identité d'une plante, quand je dis que la graine, c'est le même que l'arbre. Donc, à travers une croissance, je dis que c'est le même. Et puis, l'identité d'un homme en général, qu'il appelle l'homme, et puis, le quatrième stade, c'est moi. Et c'est la mémoire. Alors, dans l'identité d'une chose, il n'y a pas de mémoire. C'est simplement la permanence d'une structure. C'est intéressant de voir qu'au XVIIIe siècle apparaît pour la première fois l'idée de structure. On est donc dans un stade beaucoup moins avancé de la physique, mais enfin, l'idée que, à travers des apparences différentes, prenez par exemple l'identité de l'eau. Je dis que de l'eau, à quoi? C'est la même chose dans la glace, dans la vapeur d'eau et dans le liquide. J'ai donc trois états, mais qu'est-ce qui est le même? C'est la combustion chimique. Et donc, avant qu'on ait connu l'idée de H2O, donc avec l'idée des corps simples, il y avait l'idée que l'atome maintient son identité à travers des apparences différentes. Donc le temps ne joue pas. Par contre, pour l'identité d'une plante, c'est la permanence d'une structure dans un développement. L'idée que un chêne, un arbre, c'est le même dans son fruit, le gland du chêne, et puis le chêne dans ses rameaux. Eh bien, c'est l'identité alors d'un développement, mais qui n'est pas encore une histoire, qui est le déploiement temporel d'une structure. C'est uniquement avec la mémoire humaine que l'identité se connaît elle-même. Car l'arbre, le chêne ne se sait pas identique. C'est pour nous qu'il est identique. Mais seul l'homme, dans sa mémoire, peut se dire lui-même dans la réflexion. Alors la grande découverte, on peut dire, philosophique de Locke, c'est d'avoir produit l'équation entre trois termes: identité, mémoire et soi. C'est la première fois, à ma connaissance, j'ai lu beaucoup de commentaires de Locke, qu'apparaît le mot self, qui a donné donc en allemand selbst et en français soi, oui. Qui n'existe pas chez Descartes. Il n'y a pas l'idée d'un soi comme se connaissant lui-même. Et c'est donc la mêmeté, sameness, attestée par consciousness, par la conscience, qui produit réflexivement un soi. Donc, c'est la constitution du soi dans l'étalement temporel de la réflexion. Alors, je crois que c'est très intéressant de voir ici la comparaison avec Descartes, parce que Descartes connaît bien le terme de réflexion. Mais pour lui, la réflexion est toujours instantanée. Maintenant, je pense. C'est dans l'instant que je coïncide avec moi-même, qui est donc la conscience de la pensée consciente d'elle-même. Mais l'idée que je demeure le même à travers le temps, ça c'est la préservation d'une identité temporelle par la mémoire.
Donc, d'où la définition de la mémoire, c'est l'extension temporelle de la réflexion. J'ai proposé un texte que je lis ici. C'est dans le paragraphe 10 du chapitre 27, où il est dit ceci: dans son extension temporelle, pour atteindre rétrospectivement toute action ou pouvoir penser, c'est le même soi maintenant qu'alors, c'est le soi qui a exécuté cette action, et le soi qui a exécuté cette action est le même que celui qui, à présent, réfléchit sur elle. Alors, l'idée centrale, c'est le même, the same. Alors, je vous fais remarquer que c'est le mot d'hier. Lorsque j'ai dit que hier, le point logique de la reconnaissance était la reconnaissance d'une identité logique. Et nous passons ici de l'identité logique à l'identité subjective. Moi, le même. Moi, le même. Vous voyez que c'est un renforcement de saint Augustin qui n'avait pas employé le mot même. Il ne disait pas que... Il disait simplement l'esprit était aussi la mémoire. Le texte que j'ai cité de 10-14 des Confessions, l'esprit était aussi la mémoire d'elle-même. Locke dira l'esprit est la mémoire d'elle-même, et la même chose que la mémoire d'elle-même. Alors c'est donc l'idée d'une réflexion rétrospective et prospective qui englobe la temporalité. Alors les conséquences pour Locke sont considérables puisque il est contraint de conclure, et il le fait très courageusement contre toute objection, que s'il y a une interruption de la mémoire, il y a une interruption de la personnalité. Et donc, là où, et s'il y a par exemple chez dans la folie, un malade mental, quelqu'un qui croit avoir plusieurs mémoires de plusieurs personnages, il est plusieurs personnages. Il faut donc avoir le courage de dire qu'il n'y a pas d'autre personne que sa propre mémoire. Et si donc il y a interruption de la mémoire, il y a interruption de la personne. S'il y a pluralité de la mémoire, il y a pluralité de la personne. Nous verrons dans un texte prochainement que Leibniz a essayé de répondre à cela en disant oui, mais il y a toujours quelqu'un d'autre qui est témoin de mes... Quand je dors, par exemple, je crois que le monde continue d'exister pendant mon sommeil. Pourquoi? Parce que je crois qu'il y en a d'autres qui veillent et qu'il y a d'autres qui se souviennent quand moi, j'ai cessé de me souvenir. Et donc, il faut une pluralité de mémoire pour assurer ma propre identité. Mais Locke ne veut pas du tout introduire la pluralité. Il reste dans la subjectivité. Bon. Alors, quelles sont non pas du tout les objections, parce qu'on a toujours raison que les objections, mais les difficultés. Il est toujours intéressant de voir quelles difficultés nouvelles crée une philosophie. Avant de pouvoir, avant de la réfuter, avant de lui faire des objections, on peut dire quelle est la situation nouvelle qu'elle crée. Quel problème ça nous crée pour nous-mêmes? Eh bien, c'est de se demander s'il n'y a pas une diversité interne au sujet qui n'est jamais maîtrisée par la mémoire. En effet, je reviens sur le titre du chapitre 27, qui s'appelle of Identity and Diversity. La diversité est à l'extérieur. Je suis le même que moi-même, c'est-à-dire pas un autre. Je suis moi-même et pas un autre. Donc, l'autre est dehors. L'autre est exclu.
c'est un rapport d'exclusion entre l'identité et la diversité. Ou je suis identique, ou je suis divers. Alors, pour nous, je veux dire, pour avancer dans le problème, c'est de réfléchir sur les formes de diversité qui sont révélées par cette identité mémorielle, cette identité réflexive. Et Locke en a aperçu quelques-unes liées au droit, car tous ces penseurs du XVIIIe siècle, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, sont des juristes. Et il a bien vu que sur le plan juridique, il y a des difficultés à ce qu'il appelle la responsabilité, qui se dit en anglais, d'ailleurs à cette époque-là, accountability. I am accountable, je suis comptable. Comment ça a été traduit en italien sur ce passage-là? Voilà. Imputare, c'est... Voilà. La personne est capable de répondre. Capace di rispondere, quindi di imputarsi. L'imputazione, s'imputer, l'imputazione, l'attestation. Où je dis que s'imputer à soi-même, un acte, c'est une appropriation qui confère au soi une complexité beaucoup plus grande que la réflexion immédiate. J'ai proposé donc ici une réflexion sur la difficulté que nous avons à nous identifier, principalement en rendant compte de la sorte de diversité de nos propres actes, qui ne sont pas tous sur le même plan. Je me sens beaucoup plus responsable d'actes intentionnels que d'actes de hasard. Je donne tout de suite un exemple. Je donne un exemple de la difficulté de dire qu'un acte est le mien. C'est un exemple que je dois à une réflexion. La semaine dernière, j'étais à un colloque de philosophie du droit, et principalement avec des magistrats, et des magistrats d'enfants. Et c'était une discussion concernant la criminalité juvénile dans les sociétés occidentales. Et on prenait l'exemple suivant. Vous avez un enfant de 12 ans arrive devant un tribunal, il a donné un coup de couteau à un autre enfant, et cet enfant est mort. De quoi est-il responsable? Il n'a pas voulu tuer. Il a voulu seulement frapper. Mais son acte a produit des effets qui n'étaient pas voulus. Et qui, disait un magistrat, c'était le malheur de son acte. Le malheur de son acte. Comme s'il y avait un intermédiaire malveillant qui, en quelque sorte, avait creusé entre l'intention et l'événement un lien qui n'est voulu par personne, qui n'est pas voulu par l'auteur, qui n'est pas voulu par la victime, mais qui est l'événement même. Alors, vous voyez que l'idée de accountability, d'être responsable, est un acte d'une complexité incroyable, qui est beaucoup plus que la simple réflexion immédiate. Je l'ai fait parce que je l'ai voulu. Non, parce que ce qui arrive est autre que ce que j'ai voulu. C'est un peu le cas, si vous voulez, d'un skieur qui glisse sur la neige, sur la glace, et qui crée une avalanche. Qu'est-ce qu'il a voulu? Son plaisir de glisser. Mais il a produit un événement qui est une catastrophe.
ou peut-être d'autres que lui ont été ensevelis. Et si je me pose la question, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a simplement glissé ou est-ce qu'il a provoqué une avalanche? Vous voyez que l'idée de la responsabilité, c'est une attribution extrêmement compliquée que Locke a rassemblé dans l'idée de my own, c'est mon propre acte. Et vous voyez que c'est l'emploi de l'adjectif possessif. Je dis c'est mon acte, mais est-ce que mon acte n'est pas aussi quelque chose qui m'échappe? C'est l'écart entre l'intention et l'événement. L'événement qui échappe à l'intention. Alors, notre tendance morale ou juridique, c'est de récupérer pour la responsabilité les conséquences en disant « Ah, c'est l'omission. Vous avez omis de réfléchir, c'est donc, vous êtes coupable non pas de ce que vous avez fait, mais de ce que vous n'avez pas fait, que vous auriez pu faire. » Et sous le titre de l'omission, on place toutes les... comment dirais-je, l'absence d'anticipation, de calcul, et ce que maintenant on appelle, vous voyez, dans les discussions au point de vue alimentaire, au point de vue de la précaution, le principe de précaution. On n'a pas satisfait au principe de précaution. Mais qu'est-ce que c'est que la responsabilité de la précaution? Vous voyez que j'ai voulu simplement dire que la notion de accountability n'est pas immédiatement identique à celle de reconnaissance. Car je peux reconnaître une intention, mais je ne peux pas reconnaître la totalité des conséquences, dont seules, peut-être quelques-unes, étaient prévisibles. Alors, je ne sais pas ce qu'il nous reste de temps. Ce que je voulais faire, si vous voulez. Peut-être un quart d'heure. Oui, je crois déjà. Voilà. Je ne peux pas couvrir toute la totalité de... dans la deuxième partie, vous avez le résumé sous les yeux, je suppose. Dans la deuxième partie, j'ai proposé la rencontre de Bergson. Vous voyez que cette deuxième leçon est marquée par trois noms propres, trois grands noms, Augustin, Locke et Bergson. Et pourquoi Bergson? Mais parce que il est tout à fait l'héritier, à mon sens, de Locke, d'identifier le soi avec la mémoire. J'ai donc proposé une relecture de Matière et mémoire, qui est, à mon sens, le grand livre de Bergson, assez oublié maintenant. Et j'ai tenté une sorte de... je n'ai pas de réhabilitation. Qui suis-je pour réhabiliter Bergson? Mais simplement d'évocation amicale d'un penseur qui n'a peut-être perdu la place qui lui était due dans notre reconnaissance, dans notre gratitude. Et en particulier les chapitres 2 et 3 de Matière et mémoire, qui s'appelle ainsi, le chapitre 2 s'appelle « De la reconnaissance des images ». Et le chapitre 3 s'appelle « De la reconnaissance et la survivance du passé ». Alors, je veux commenter très rapidement ces deux chapitres. Le chapitre 2, de la reconnaissance des images, et le chapitre 3, de la survivance du passé. Pourquoi? Parce que la reconnaissance est décrite
par Bergson comme un petit miracle. Au lieu d'oublier, au lieu que les traces du passé soient effacées, je suis mis à nouveau devant un événement passé à travers son image. Et c'est donc le caractère tout à fait singulier des images qui est en jeu. Car toutes les images ne sont pas des fantaisies, c'est-à-dire des inventions, des rêves, des illusions, des hallucinations, mais sont la marque laissée, la trace. Et c'est donc la problématique de la trace. À savoir que un événement ne disparaît pas. Lorsque cet événement est un événement psychique, un événement physique disparaît. Mais un événement psychique est gardé dès sa propre production sous la forme de ce que Bergson appelle le souvenir pur. Le souvenir pur. Et c'est très intéressant de voir que ceci est écrit en 1900, l'année même où Freud publie l'interprétation du rêve. Parce que le rêve, pour Freud, est un témoignage de la persistance des traces psychiques, des événements de l'enfance et en particulier des blessures de l'enfance, des traumatismes, des traumas, comme nous disons. C'est-à-dire que l'esprit est mémoire de ses propres traces, sous la forme de souvenirs gardés. Et l'objet du chapitre 2, c'est de se demander, mais comment alors ces traces, on peut dire absolues, ces traces maintenues, ces traces retenues, viennent-elles à la conscience? Et c'est donc le problème du rappel. Le rappel n'est pas une invention de rien, mais c'est la mise au présent de ce qui était laissé dans la configuration passée, dans le souvenir pur. Ce qu'il appelle la venue à l'image du souvenir pur. C'est une description tout à fait fidèle à ce que nous éprouvons tous lorsque nous nous rappelons, lorsque nous revient à l'esprit une expérience, par exemple, de notre enfance, de notre jeunesse, et l'impression d'un fantôme qui prend un corps nouveau, qui est donc une effectuation. Alors la conclusion du chapitre, là, c'est de dire ceci, c'est que la mémoire est la trace d'elle-même, et que donc ce n'est pas du cerveau qu'il faut attendre la solution du problème de la mémoire. Non pas que le cerveau ne joue aucun rôle, ce serait stupide de dire cela, mais il est la condition sans laquelle je ne pourrais pas me souvenir. Et effectivement, la causa sine qua non, c'est ce sans quoi je ne pourrais pas penser. Et donc, il est parfaitement légitime de dire que s'il y a des destructions matérielles du cerveau, la mémoire est impossible. Mais d'être la cause par absence, ce n'est pas la même chose que d'être la cause effective de sa propre effectuation. C'est-à-dire que si la psyché n'était pas maintien de ses propres impressions, si l'impression ne durait pas, elle ne pourrait pas être réactivée. Donc c'est toute une réflexion sur l'inconscient. Et dans mon propre travail, j'exprime
étonnement et mon admiration de voir que Bergson a pensé l'inconscient à peu près en même temps que Freud, avec, je crois, une antériorité de quelques années, tout au moins dans les publications, puisque Bergson publie en 1896 et Freud a publié en 1900 sur le rêve. Mais il se rencontre en disant que si on ne fait pas l'hypothèse de l'inconscient, on ne comprend rien à la mémoire. Parce que la mémoire, c'est la prise de conscience de quelque chose qui est d'abord inconscient. Alors, Bergson propose des concepts pour ça, qui ne sont pas ceux de Freud. Freud a proposé les notions de résistance, de répétition, et Bergson propose l'idée du virtuel, que le souvenir pur est un être virtuel de la conscience, que le passage du virtuel à l'actuel, c'est le mouvement de la reconnaissance. D'où alors le thème du chapitre 3, qui pour notre discussion est tout à fait considérable, intitulé « De la survivance des images, la mémoire et l'esprit », qui est une interprétation plausible. N'est-ce pas, en philosophie, il n'y a pas toujours des évidences, il y a aussi des présuppositions. La présupposition, c'est que si je peux me souvenir d'un événement passé, c'est que d'une certaine façon, il était gardé. C'est donc l'hypothèse de la survivance, que le passé est sa propre survivance. C'est donc lié à l'expérience de la reconnaissance. Si je reconnais un événement passé, c'est qu'il n'était pas perdu. Et donc que la survivance ou la reviviscence constitue l'étoffe même de l'esprit. Donc c'est l'expérience vive de la reconnaissance qui m'invite à croire que le passé se survit à lui-même, il n'est pas aboli absolument. Et que les impressions les plus anciennes ont le pouvoir de demeurer, de durer. Et vous voyez, c'est une réflexion sur le mot durer au sens de demeurer. Qu'est-ce que c'est que pour le passé, non pas de changer, mais de rester, de demeurer. Qu'est-ce que signifie le verbe demeurer? Et donc, le pari philosophique que fait Bergson, c'est que cette survivance ne constitue pas, comme je dis, un explicandum, quelque chose à expliquer, mais un fait premier, un principe autosuffisant d'explication. La difficulté spéculative que constitue la conservation du passé est résolue dans le fait même de la reconnaissance qui supporte tout l'édifice de la mémoire. Selon Bergson, c'est la persistance des traces dans le cerveau qui fait problème et non pas la persistance des impressions dans le psychisme. Et j'ai essayé de soutenir ce paradoxe pareil de Bergson en faisant une réflexion sur, et je vais terminer là-dessus, sur qu'est-ce que c'est qu'une trace matérielle. Est-ce qu'une trace se comprend elle-même? Je prends l'exemple le plus simple de la trace. Dans la neige, il y a la trace d'un animal qui est passé là.
Pour l'animal qui passe, il n'y a pas de trace, il passe. Pour la neige, il n'y a pas de trace, elle est simplement marquée. Pour qui y a-t-il une trace? C'est pour celui qui l'observe et qui va la suivre. Donc, il n'y a de trace que pour celui qui l'interprète. La trace n'est trace que dans une interprétation. Et j'ai proposé la définition suivante d'une trace. Je dis que la trace, c'est l'effet signe de sa propre cause. Je veux dire que des pas d'un animal dans la neige, c'est l'effet du passage, mais c'est le signe du passage. C'est donc un effet qui est signe de sa propre cause. Alors là, nous avons une structure dialectique de la trace qui suppose la capacité d'un interprétant pour dire c'est une trace. C'est une trace parce que je la suis, je la remonte, je l'interprète. Et donc, si je dis qu'il y a des traces dans le cerveau, soit, mais ce n'est une trace que pour celui qui examine le cerveau, l'analyse, c'est-à-dire un esprit. Un esprit réfléchissant sur la matière. Et donc, il y a comme une structure dialectique de l'effet signe qui fait que la trace matérielle n'est pas intelligible à elle-même, alors que la survivance d'un passé est l'évidence de ce petit miracle de la reconnaissance. Ah oui, je dis, c'est bien elle, c'est bien lui. Et c'est dans ce cri de la reconnaissance qu'est à la fois le problème et la solution du problème. Je dirais que la reconnaissance est la résolution du problème même de la survivance. Bon, je m'arrête là, parce que je laisse tout à fait de côté la fin de cette deuxième étude, où je me pose un autre problème que celui-ci, à savoir, est-ce que dans l'histoire des historiens, il y a encore de la reconnaissance? Je dis non, il n'y a pas de reconnaissance, nous avons simplement des archives. Et donc il faut construire ici le passé, alors que dans la mémoire, il n'est pas construit, il est reconnu. Alors, j'ai proposé de dire que la grande différence entre la mémoire et l'histoire, c'est qu'en histoire, il faut tout reconstruire. Alors que dans la mémoire, il y a ce que j'appelle le petit miracle de la reconnaissance. Oui, c'est bien elle, c'est bien lui. Bon, je m'arrête ici. Alors, un po' débat, oui, bien entendu, si vous voulez donner la parole. Allora, chiaramente adesso se qualcuno è interessato si può fare un piccolo dibattito, qualcuno vuole può fare qualche domanda. Alors, qu'est-ce que nous donnons comme temps? Io non... Jusqu'à 6 heures? Oui, je crois. Très bien. Prego. Oui. Prego. Voilà, merci beaucoup de ce grand parcours à travers la route du croix. Oui, voilà. Tu peux... Il y a une immense table qui nous sépare. Oui, je pense que c'est pas la c'est table peut-être aussi bien pour les autres que je parle plus clairement. Donc merci pour ce grand parcours à travers trois auteurs de rigueur et de poids. Je pense que la thèse que vous avez déjà soulignée, entre autres, dans la mémoire, l'histoire et l'oubli, c'est-à-dire de rapprocher la mémoire et l'identité, est énormément intéressante. Chez Locke, on a l'impression que effectivement cette mémoire est presque volontaire et ne dépend que du sujet, alors que justement dans ce livre qui est paru l'année dernière, vous soulignez que la mémoire, vous soulignez avec Heidbach, avec d'autres personnes, que la mémoire a besoin d'appuis extérieurs, qui sont par exemple l'espace, c'est-à-dire une continuité dans l'espace, qui peut être aussi le corps. Je rappelle le début de la recherche de Proust,
où il retrouve donc certains scénarios à travers les positions de son corps et qui sont aussi les autres. Donc, ce sont des aides à la mémoire, mais aussi des supports indispensables pour la mémoire subjective, pour se souvenir. Donc, il n'y a pas seulement la dimension subjective, mais aussi des conditions objectives. Et j'aimerais bien donc avoir votre opinion là-dessus. Sur ce premier point, il y a un deuxième point qui m'intéresse, c'est de savoir s'il n'y a pas quelque part une obligation de se souvenir, une obligation à la mémoire. N'est-ce pas? Les autres ne sont pas seulement des aides et des supports à ma mémoire personnelle, mais tout se passe souvent comme si j'étais obligé de rendre compte de ma vie, comme vous dites, de narrer ma vie, de donner donc une représentation narrative de ma propre existence, de reconnaître moi-même et de reconnaître des autres personnes, d'autres événements. Donc tout cela se passe comme s'il y avait une obligation à la mémoire qui serait une obligation sociale. Alors, est-ce que c'est bien une obligation sociale? Je ne le sais pas, je pose la question, tout en soulignant que pour Bergson aussi, il y a donc cette différence entre le souvenir pur, qui est une polarité et qui donc n'apparaît jamais réellement comme souvenir pur, et le souvenir image, qui est sollicité par l'obligation du présent, en quelque manière, oui. De la perception. Oui. Voilà, merci. Oui. Je vais prendre ces deux questions, l'une après l'autre. D'abord, la question des appuis nécessaires de la prise de mémoire, de l'œuvre de mémoire. D'abord, le corps. Certainement que le corps est lui-même un accumulateur du temps, sous la forme de ce qu'on peut appeler en général les habitudes. C'est un concept qui avait été déjà abordé par Aristote à partir de la philosophie morale. Qu'est-ce que c'est qu'un exis, puisque les vertus, ce sont des habitudes morales valorisées. Donc, que le corps a des habitudes. Et Bergson a voulu distinguer la mémoire souvenir, la mémoire habitude, mais selon une méthode que j'essaie d'expliquer, je ne suis pas le premier d'ailleurs, qui appelle lui la méthode division. Il faut avoir des concepts purs pour faire des concepts mixtes. Or, notre mémoire est précisément au point d'intersection de la réminiscence en représentation et puis de l'habitude. Il prend un exemple qui est très connu parce qu'il répète un peu celui de Saint-Augustin. Je récite un poème et puis tout d'un coup, j'ai un trou de mémoire. Et alors que je me reposais sur, on peut dire, un déroulement mécanique de ce qu'on appelle un apprentissage. Et j'ai donc une faille, un trou, une interruption. Alors, j'essaie de me souvenir des circonstances dans lesquelles j'ai répété le morceau. Alors, je fais appel à un souvenir individuel. Alors que l'habitude est un comportement usuel. Comme le même le dit Husserl, c'est sa propre pratique qui lui donne son sens. Tandis que le souvenir a un côté de représentation. Et je n'ai pas souligné cela dans mon résumé, je le discute dans la présentation de Bergson.
le caractère de représentation du passé n'est qu'une toute petite partie de mon rapport au passé. Mon corps garde en quelque sorte la marque de ses propres pratiques sans se les représenter. C'est ce qu'on appelle un savoir-faire. Je sais, par exemple, si j'ai appris à faire de la bicyclette, je sais marcher, je sais nager, je sais... Voilà. Ce qu'on appelle savoir-faire, c'est la mise en œuvre d'une accumulation acquise du passé. Alors, dans mon travail, je réfère beaucoup à un Américain qui avait d'ailleurs été mon étudiant il y a 35 ans, je ne sais pas, Remembering, de Casey. C'est un très, très, très beau livre sur la mémoire et il donne une très, très grande place au comportement comme un support corporel. Et tout ce que les phénoménologues à la suite de Merleau-Ponty ont fait à partir du corps, de la chair, vous savez, va tout à fait dans ce sens-là. Donc là, nous avons une vision peut-être un peu trop idéaliste de la mémoire, uniquement avec des représentations. Mais Bergson a voulu justement séparer ce qui est habitude de ce qui est représentation pour avoir en quelque sorte des modèles purs et reconstruire le mixte, qui est une méthode que Platon pratiquait, c'est ce qu'il appelle les méthodes de division. Et pour reconstruire le métaxou, les termes intermédiaires à partir d'extrêmes plus simples. C'est une... on prête très souvent à Bergson les idées vagues, le sentiment de la durée. C'est un analyste. Là, il y a un procédé analytique, alors qu'il faut corriger. La deuxième partie de votre première question, c'est de dire, mais il n'y a pas seulement des supports corporels, il y a des supports sociaux. Et c'est évident. C'est évident parce que il faut compléter la psychologie de la mémoire par une sociologie de la mémoire. Et dans mon travail, j'ai fait une grande place à Halbwachs, qui est un bon sociologue français de l'école de Durkheim et Lévi-Bruhl, donc début du XXe siècle, qui a introduit l'idée que une collectivité a aussi une mémoire. Et à son époque, on avait beaucoup résisté, dit non, la mémoire c'est personnel, une collectivité n'a pas de mémoire, c'est chacun de ses membres qui a une mémoire. Mais moi j'ai finalement tranché en faveur de Halbwachs avec un argument d'ailleurs qui ne vient ni de Bergson ni de Halbwachs, mais que je dois à ma confrontation avec les philosophes américains analytiques, avec l'idée d'attribution, qui vient d'ailleurs du droit, puisque on peut attribuer à quelqu'un une propriété, un droit, et est-ce qu'on ne peut pas attribuer la mémoire à des sujets multiples? Je, tu, il, nous, vous. Et que, en somme, la mémoire peut être dite à toutes les personnes de la grammaire. C'est ce que fait un narrateur, où il dit « il ou elle se souvient », ou je veux dire « tu te souviens ». Donc, ce n'est pas seulement moi. Vous voyez, Saint-Augustin disait « ego me mini », je me souviens, mais je peux dire « il se souvient »,« elle se souvient ». Et puis, nous nous souvenons. Nous nous souvenons. Et nous faisons constamment cette expérience de se souvenir ensemble. Je rencontre un vieil ami, je dis « Ah, tu te souviens, nous étions ensemble au bord de la mer ou à la montagne. » Et nous mettons ensemble nos souvenirs. La mise en commun des souvenirs, c'est une expérience considérable, une expérience amicale, n'est-ce pas, des plus précieuses. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'un peuple se souvient? Alors, c'est très difficile, mais je crois qu'il faut le dire. Et
cette affirmation a des conséquences politiques énormes. Prenez actuellement la discussion entre les Palestiniens et les Israéliens. Qu'est-ce qu'ils opposent fondamentalement? Des mémoires. Des mémoires liées au même lieu, liées à la Palestine. Et dans les Balkans, vous avez des conflits de mémoire énormes entre les Albanais et les Serbes, ou les Macédoniens, maintenant, puisque les rôles sont inversés. L'an dernier, il fallait protéger les Albanais contre les Serbes. Maintenant, il faut protéger les Macédoniens contre les mêmes. Donc, vous avez donc les conflits de mémoire. C'est terrible. Et d'ailleurs, je dirais que moi, ça m'épouvante de découvrir ça parce que les mémoires collectives sont peut-être finalement plus inguérissables que les mémoires personnelles. On peut éduquer sa propre mémoire durant sa vie, la pacifier, se réconcilier avec son propre passé, de dire oui, c'est moi qui ai fait ça. C'est ainsi, je veux dire, ainsi avons-nous été. Mais les peuples le disent très difficilement. Les humiliations, les gloires sont presque inoubliables. Alors hier, nous parlions du méconnaissable, et ici nous avons affaire non plus au méconnaissable, mais à la reconnaissance inguérissable, qui est peut-être une façon de se méconnaître, mais qui est une façon de prétendre se connaître. Bon, alors dans la deuxième partie de votre question, vous avez dit, mais non seulement la mémoire se met à distance de l'action, mais elle rentre dans l'action. Et c'est ce que Bergson dit, lorsqu'il passe du souvenir pur, qui est vraiment mental, c'est du mental à l'état cristallin, si on peut dire. Et en devenant image, il rentre dans ce que Bergson appelle le monde de l'action, qui est d'ailleurs le monde du cerveau, qui est un être, pratique. C'est une réalité pratique, le cerveau. Le cerveau fait des choses, mais la mémoire se représente. Alors, la représentation rentre dans le champ de l'action. Et donc dans l'action personnelle, collective et politique. Et c'est là où la mobilisation de la mémoire collective est de loin la plus dangereuse. Sous la forme des commémorations, de la répétition. Vous savez quel jour c'est aujourd'hui ? C'est un jour férié en France. Parce que c'est le jour où, les Français ont pensé avoir eux aussi gagné la guerre. Bon, disons. Donc, je crois qu'il n'y a actuellement qu'à Moscou et à Paris qu'on célèbre le 8 mai. Pas en Allemagne, évidemment. Mais justement, aujourd'hui, j'ai un ami qui soutient sa thèse d'application africaine, qui dit donc, c'est le 8 mai, tu sais, c'est en France. Je dis oui, mais pour moi, c'est le jour de la libération. Donc, il y a aussi des manières différentes d'interpréter. Formellement, c'est l'armistice. Un armistice général. Non, mais ça a été transmis comme libération, interprété comme libération. Mais en fait, c'est la marque de la fin de la guerre. Oui, mais il n'y a pas eu de paix. Il y a eu un armistice sans paix. Il n'y a jamais eu de paix. C'est l'arrêt de la guerre. Armistice. Non, mais vous voyez que les peuples ne célèbrent pas les mêmes choses, les mêmes jours, et avec le même sens. Au jour à Moscou, surtout avec Poutine, c'est la victoire. Pour l'Occident,
c'est la fin de la guerre, c'est la libération, bon. C'est dangereux, la mémoire collective. Merci beaucoup pour cette bonne réponse. D'autres questions? Oui, bien sûr, mais bien sûr. Deux. Déjà vu. Le phénomène de déjà vu. Oui. Il y a deux expériences qui portent le même nom, déjà vu. Une expérience assez banale, j'ai déjà vu ça. Bon, parce que tout n'est pas nouveau. Tout n'est pas nouveau, les choses se répètent. Les choses se répètent. Demain, le soleil se levera, comme il s'est levé ce matin, comme il s'est levé hier. Il y a donc une répétition du jour et de la nuit. Il y a le déjà vu. Mais alors, il y a une expérience qui est l'illusion du déjà vu. Là, c'est très intéressant parce que je ne sais pas si vous avez fait cette expérience. Moi, ça m'est arrivé peut-être 3 ou 4 fois. L'impression absolue de revivre. Oui, c'est l'impression de vivre exactement la même chose. Alors, Bergson s'y est intéressé. Il y a un très beau petit article de Bergson sur l'illusion du déjà-vu, car il a essayé de donner une interprétation qui confirmerait son hypothèse de la survivance du passé, en disant, mais à partir de quel moment une expérience est-elle conservée? Non pas 5 minutes après, non pas 1 minute après, mais en même temps. Donc, toute expérience a en même temps sa mémoire. Mais cette mémoire ne sert à rien. Puisque j'ai l'expérience, je n'ai pas besoin de l'avoir 2 fois. Une fois en vrai et une deuxième fois en image. C'est lorsque elle a disparu qu'elle est en image. Mais tant qu'elle est vivante, je n'ai pas besoin de l'image d'elle-même. Et donc, le principe d'économie lié à l'action fait que j'élimine ce souvenir parasite. Et alors, dit Bergson, est-ce que ce ne serait pas une interruption de la vigilance du cerveau qui, ordinairement, ne laisse pas passer l'image de l'expérience elle-même, l'image contemporaine, et qui, alors, dans certaines situations tout à fait étonnantes, nous donne le double d'elle-même. Si bien que l'illusion du déjà vécu, l'illusion du déjà vu, serait comme une sorte de preuve expérimentale de la persistance d'une expérience dans sa propre image, mais une persistance contemporaine d'elle-même. C'est très intéressant. Je ne... Oui, c'est très intéressant. Je suis très perplexe parce que ça suppose toute une théorie sur la vigilance du cerveau concernant les opérations inutiles, donc le caractère utilitaire du fonctionnement cérébral qui veille à éliminer la redondance, au fond la redondance. On aurait affaire à une redondance. Comment, vous savez, une redondance, c'est qu'on dit 2 fois la même chose. Comment? Ridondanza. Ridondanza. Una specie di ottimizzazione dei processi cerebrali fatti dal cervello stesso. Non potrebbe essere anche perturbato. Oui. Familiare, strano.
Mais la question vraie, la question qui demeure, c'est à partir de quel moment une expérience devient-elle un souvenir? Si ce n'est pas immédiatement, ce sera jamais. Vous voyez, je vous parle en ce moment, et maintenant je ferme les yeux, je me souviens de vous avoir dit « je vous parle ». Mais il y a un écart entre le moment où je vous parle et le moment où je me souviens de vous avoir parlé. Mais est-ce que cet écart ne doit pas être un écart zéro pour qu'il y ait souvenir? Parce que si le souvenir ne commence pas tout de suite, il ne commencera jamais. D'où l'idée que chaque expérience est déjà le souvenir d'elle-même. Mais que ce souvenir est inutile, puisque j'ai l'expérience en simple. Je n'en ai pas besoin de l'expérience en double. Alors, est-ce que c'est un sophisme? Je ne sais pas. Ça ne convainc que les bergsoniens, parce qu'on vérifie la totalité des hypothèses de Bergson. L'explication est elle-même redondante. Par exemple, il y a un cas très connu des déjà-vus, c'est les intermittences du corps de Proust. Donc à propos de la recherche, Proust qu'il dit, il y a 2-3 expériences fondamentales dans sa vie, à travers lesquelles il se souvient d'une série de souvenirs fantastiques. C'est-à-dire le pavé de la cour chez Guermantes, la Madeleine dans le thé. Donc ce sont des moments où le souvenir... Mais là, il y a une distance dans le temps. Il y a une distance dans le temps. C'est ce que Proust appelle le souvenir involontaire. Et moi, je pense d'ailleurs que le souvenir involontaire, c'est le vrai souvenir. Il me revient. Et comme une sorte, j'ai appelé le miracle. Hein. C'est un petit miracle. Ah oui, voilà. Elle est là, il est là. C'est un cri. C'est bien lui, c'est bien elle. Et c'est irréfutable. Si je dis que je me souviens, que je reconnais, personne ne peut me dire c'est pas vrai. On ne pourra m'opposer que le souvenir d'un autre et qui posera la même question. Oui, oui, je pense que... Oui. Monsieur Ricard, vous nous aviez donné une interprétation très subtile de traces chez Bergson, qui est en même temps un effet et un signe. Mais trace, c'était le langage de la science du cerveau aussi, à la fin du 19e siècle. Et peut-être encore il y a 30 ans, quand j'étais à l'université, on appréhendait dans la psychologie expérimentale qu'il y a une trace, ou bien on parlait d'image mnestique dans le cerveau. Aujourd'hui, le chercheur du cerveau ne parle plus de traces ou d'images mnestiques dans le cerveau, il parle de synapses et de réseaux et synapses. Et le terme trace avait posé le problème, et a posé à vous et à Bergson, le problème de parler après d'un sujet, d'un jeu qui reconnaît l'image. Aujourd'hui, et la science a parlé ce langage jusqu'à il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, pas la science expérimentale, parce qu'il n'y a pas de l'expérience empirique, les nouveautés dans la recherche sur le cerveau, mais plutôt d'autres sciences, de la cybernétique, comme ça. Mais de toute façon, on a aujourd'hui un tableau un peu différent. On peut peut-être résoudre
le problème de se poser après encore le problème du je ou du sujet qui lit une image. Si on comprend même la mémoire comme l'effet de la répétition de ces synapses dans ce réseau. C'est ma question. Si on pourrait peut-être faire encore un petit pas. Oui. J'ai rencontré ce problème-là dans la discussion que j'ai eu la chance d'avoir avec un neurologue. Dans le livre que nous avons publié ensemble, ce neurologue, Jean-Pierre Changeux, donc professeur de neurosciences à l'Institut français. Et le déplacement qu'il a proposé repose exactement le même problème, parce que à la place du mot trace, qui était en quelque sorte localisé, on a substitué le langage du code, qui relève des sciences de l'information. Et au lieu que l'idée de trace imposait une sorte de recherche anatomique, où est la trace? Où? Et donc faire du cerveau une sorte de surface occupée dans des lieux. Tandis que là, nous avons affaire à des réseaux interconnectés. Mais la notion de code repose exactement le même problème. Qu'est-ce que c'est qu'un code qui n'est pas déchiffré? Et donc, le problème de encoder, décoder, transcoder fait appel à des opérations qui sont justement les opérations d'un cybernéticien. C'est-à-dire qu'il faut un savant pensant lui-même mettre de la logique du codage, encodage, décodage, pour que le mot code signifie quelque chose. Et donc, la problématique d'un effet signe de sa propre cause est réencodée, si on peut dire, en passant la notion de trace anatomique à celle de code fonctionnel. D'ailleurs, mon ami et donc adversaire de la discussion maintenait, lui, il résistait à cette cybernétisation parce qu'il tenait beaucoup à dire qu'il y a des images dans le cerveau. Et là, alors je ne sais pas si il était en retard de sa propre science, mais il tient beaucoup sur... Et j'ai eu alors, je vous souviens d'ailleurs un argument que j'ai essayé avec lui et qu'il a rejeté. C'est l'argument suivant. Vous savez qu'il n'y a pas de sensibilité dans le cerveau. Je ne sens pas mon propre cerveau. Donc je ne sais pas ce qui se passe dans mon cerveau si je ne fais pas de la science. Le cerveau est insensible. Bon, alors on peut dire que c'est un hasard. Mais supposons que nous ayons une sensibilité du cerveau. Eh bien, si je dis que dans mon cerveau, il y a une image du monde, je percevrai le monde deux fois. Je vous verrai là-bas, assis sur une chaise, mais je vous percevrai ici dans mon cerveau. Et donc, je serai fou. Parce que j'aurai non plus l'impression de déjà vu, mais l'impression de voir ici et là-bas. C'est-à-dire l'impossibilité tout simplement de décrire le monde. Puisque je ne peux le décrire que comme là-bas et non pas ici. Ici, c'est le lieu où je suis, mais si le ici se sait comme ici, alors il est un là-bas parmi les là-bas, et donc je suis dans la confusion la plus totale. Alors, Jean-Pierre Changeux n'a pas accepté l'argument. Il a dit, mais c'est un pur hasard qu'il n'y ait pas de sensibilité dans le cerveau. Et moi, je ne crois pas que ce soit un hasard. Et vous savez qu'il y a plus de nerfs qui vont de l'œil du cerveau à
oui, oui. Non, mais vous sentez vos yeux, mais vous ne sentez pas la commande de votre œil dans votre cerveau. Si vous avez mal à la tête, vous n'avez pas mal au cerveau, vous avez mal à l'enveloppe du cerveau. C'est tout à fait étonnant que je peux sentir mon corps, mon cœur, un peu. Je prends avec mes mains, je vois avec mes yeux, mais je ne peux pas dire que je pense avec mon cerveau. Je n'ai pas un rapport de maître à organe. Je n'ai pas l'impression, je ne commande pas mon cerveau, hein, comme je peux commander à ma main. Quand je dis que ma main obéit à mon intention de bouger ma main, mais je ne peux pas dire que je fais marcher mon cerveau. Je me rappelle, quand j'étais jeune, j'avais un instituteur qui me disait « Fais donc travailler ton cerveau ». Mais personne ne peut faire travailler son cerveau. Oui, oui, bien. Oui, oui. Moi, j'ai d'ailleurs emprunté à Hannah Arendt l'expression que le récit, dit-elle, dit le qui de l'action, the who of action. C'est une phrase extrêmement forte. Et alors, vous avez raison de dire que le récit de sa propre activité est une activité parmi les autres. Et chez Hannah Arendt, il n'y a pas de problème d'intersubjectivité qui s'ajouterait en quelque sorte au problème de la conscience. La conscience est tout de suite, comme elle dit, inter homines, parmi les hommes. Inter esse. Inter esse, ça veut dire que c'est l'intérêt d'eux, mais inter esse. Je suis parmi. Alors, exister parmi et avec est une contrainte interne à l'action et qui donc a une expression dans la mémoire. Si la mémoire est le souvenir d'être soi-même l'auteur de ses propres actes, c'est un souvenir dans l'action parmi les hommes. Et c'est un nouveau cas d'interaction des mémoires entre elles. Les mémoires agissent les unes sur les autres. J'ai parlé tout à l'heure de la situation de conflit entre deux mémoires historiques. Comme nous avons en Palestine, nous avons dans les Balkans, nous l'avons en Irlande, et dans tous les autres lieux où des mémoires sont affrontées dans le champ pratique précisément, qui est celui de la guerre et de la paix. Donc vous avez raison de faire intervenir avec Hannah Arendt la dimension sociale et politique de l'action et donc de la mémoire. S'il est vrai que le récit dit le qui de l'action, c'est un qui parmi les autres. Inter homines.
ce ne sono altri, possiamo anche... Bien. Demain, c'est un peu une récréation. Je veux dire que j'ai proposé 2 textes que j'aime beaucoup. Si vous pouviez d'ailleurs jeter un coup d'œil cette nuit, je parle de l'essai de se faire reconnaître par un autre. Et alors j'ai pris 2 exemples. Ulysse, qui revient chez lui à Ithaque et qui est reconnu. Nous verrons dans quelles conditions. Et puis le roi Lear, qui n'est jamais reconnu, et Cordelia n'est jamais reconnue par son père. C'est donc le succès et l'échec de la tentation de se faire reconnaître par un autre. Se faire reconnaître par un autre. Bon.